Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur embaucher un salarié étranger. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ce point-là et de ces procédures. Je suis Mylène Volpiac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin Lemoyec. Donc bonjour Kevin. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Et Tout se passe bien pour le Kevin moment, donc on est content. Kevin qui est juriste chez Jury Travail depuis 2019. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce que Jury Travail? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes experts et plus de 700 avocats qui chaque jour décryptent l'actualité pour vous et rédigent des actualités, des dossiers, des modèles pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Tous nos experts vous accompagnent quelle que soit votre problématique au sein de votre entreprise et quel que soit le domaine de droit. Nous sommes très fiers car aujourd'hui, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent quotidiennement nos services que nous avons conçus spécifiquement pour les professionnels. Donc, quels sont-ils ces services? Nous avons créé un accompagnement juridique spécial pro où vous allez pouvoir à tout moment contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit et quelle que soit votre problématique. Vous allez pouvoir accéder grâce à cette formule-là à tous nos dossiers, tous nos modèles de lettres, de contrats mis à jour, bien évidemment, par nos juristes des derniers textes de loi. Et bien sûr, vous allez pouvoir profiter de votre convention collective. Je vous invite vivement à la fin de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail, découvrir notre formule et opter pour l'option qui vous correspond le mieux et qui correspond le mieux à votre entreprise. Nous allons pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet, qui est embaucher un salarié étranger. Dans une entreprise, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on souhaite embaucher un salarié étranger. Ça peut être une pénurie de main-d'œuvre dans votre secteur ou dans un métier en particulier au sein de votre entreprise. Ça peut être une volonté stratégique du coup d'internationalisation, je vais y arriver, pour votre entreprise ou un besoin d'un savoir-faire spécifique. Embaucher un salarié étranger, il y a plusieurs cas possibles où il y a différentes procédures. C'est ce que nous allons du coup détailler avec Kevin aujourd'hui. Nous allons détailler du coup cette thématique dans 3 grandes parties. La première partie, nous allons voir les cas des salariés bénéficiant d'une autorisation de travail. C'est le cas du coup des membres de l'Union européenne. Et nous allons également voir quelques cas particuliers comme les citoyens britanniques ou encore les étudiants. Dans une seconde grande partie, nous allons traiter des salariés ne bénéficiant pas d'une autorisation de travail. Nous allons traiter l'inopposabilité à la situation de l'emploi et quelques cas particuliers. Et dans une troisième grande partie, nous allons parler de l'autorisation de travail, de la différence entre les procédures d'introduction et la procédure de changement de statut. Nous allons voir comment on demande une autorisation de travail, comment réagir à un refus et les taxes du coup qui vous incombent avec cette autorisation de travail-là et les réformes à venir. Nous allons traiter du coup de l'ensemble de ces points-là en 45 minutes. Par la suite, nous répondrons à vos questions. Si vous avez une question particulière, je vous invite vivement à la poser dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, vous allez pouvoir les poser gratuitement sur le site de Jury Travail. Nos juristes seront ravis de vous répondre en moins de 2 heures et je vous donne le lien directement après la présentation. Rentrons donc dans le vif du sujet, Kevin, si tu veux bien, avec dans un premier temps les salariés bénéficiant d'une autorisation de travail. Comment ça se passe du coup pour les salariés européens? Merci Mylène.
Juste également une petite précision parce que 45 minutes étant très court, la webconférence sera disponible sur YouTube. C'est probablement un des sujets les plus complexes qui existent en droit du travail, le recrutement d'un salarié étranger. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner lorsque vous avez la moindre question là-dessus, parce que là, c'est un sujet où vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que les risques peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc c'est vraiment un sujet où on ne peut pas marcher sur la ligne rouge. Donc, au niveau de notre première question, ça concernait les salariés européens. Les salariés européens doivent-ils bénéficier d'une autorisation de travail? Alors, quand on parle de salariés européens, on parle bien des salariés membres de l'Union européenne. Les salariés membres de l'Union européenne, du fait du marché unique, de la libre circulation, n'ont pas besoin d'autorisation de travail. Ils peuvent venir directement en France avec leur simple carte d'identité et travailler en France sans aucune procédure ni formalité à accomplir. Donc ça vise l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne. À l'heure actuelle, c'est tous les ressortissants. Quand vous avez un nouvel État qui intègre l'Union européenne, il y a une période pour laquelle ils ne peuvent pas. Et ensuite, ils le peuvent. Mais là, à l'heure actuelle, tous les ressortissants de l'Union européenne peuvent peuvent travailler sans la moindre formalité. En plus des ressortissants européens, vous avez d'autres ressortissants d'États qui peuvent travailler sans autorisation de travail en France. Il s'agit du cas des 3 États membres de l'espace économique européen et qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, il va s'agir de la Norvège, du Liechtenstein et de l'Islande. Il y a également les Suisses, suite à la Convention franco-suisse de 1999, qui peuvent travailler en France sans autorisation de travail. Et vous avez 3 petits États également qui peuvent travailler en France sans autorisation de travail. Il s'agit des ressortissants de l'Andorre qui peuvent travailler en France à partir du moment où ils ont une carte d'identité délivrée par l'Andorre et qui est valable pendant 10 ans. Également des Monégasques et des ressortissants de Saint-Marin qui n'ont pas besoin d'autorisation de travail depuis 1954. Alors, il faut faire très attention par contre sur un point qui peut se présenter. Ça va être quid du candidat qui se présente avec un titre de séjour émanant de l'un de ces États, notamment d'un État européen. Est-ce qu'il peut travailler en France? La réponse est non. Seuls les ressortissants ayant la nationalité d'un État membre peuvent travailler en France. Un candidat qui aurait un titre de séjour de l'Italie, par exemple, ou de l'Allemagne, ne peut pas travailler en France. Il peut rester en France pendant une durée de 3 mois, mais en aucun cas, il ne peut y travailler. Donc, il faut nécessairement, dans ce cas-là, passer par une demande d'autorisation de travail et une procédure qu'on verra tout à l'heure. Et du coup, on avait le point des ressortissants britanniques. Donc, les ressortissants britanniques, suite au Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Il y a eu un régime transitoire qui a été mis en place, mais qui est terminé depuis un peu plus d'1 an, depuis 2021. Donc, les salariés britanniques, aujourd'hui, qui arriveront en France, ne peuvent plus travailler en France sans autorisation de travail et ils sont dans le cas des pays tiers, des États tiers. Donc, ils devront également avoir une autorisation de travail plus faire une procédure d'introduction pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour français. Donc, les salariés britanniques ne peuvent plus venir travailler librement en France. Pour répondre à la question très rapidement qui vient de passer, les Allemands peuvent travailler en France vu qu'ils sont membres de l'Union européenne. Merci Kevin. Et du coup, qu'en est-il des étudiants étrangers ? Alors, les étudiants étrangers sont un cas à part. À partir du moment où un candidat a un titre de séjour étudiant, il est autorisé à travailler, mais à titre accessoire, c'est-à-dire qu'il peut travailler jusqu'à 60% de la durée du travail annuel, c'est-à-dire 964 heures par an. Quand on dit par an, on parle d'années civiles. Donc, chaque candidat qui aura un titre de séjour étudiant peut travailler jusqu'à 964 heures par année civile. S'il faut aller au-delà, il faut demander une autorisation de travail, ce qu'on verra tout à l'heure. Alors attention, tout ça vaut les étudiants de n'importe quelle nationalité, sauf les étudiants algériens.
Les étudiants algériens ont un statut à part. Eux ne peuvent travailler que 50% de la durée annuelle du travail et non 60% comme les autres. Et même pour ces 50%, il faut obtenir une autorisation de travail. Donc, c'est un cas très particulier. L'Algérie est vraiment dans un cas très particulier. Donc, il faut vraiment le voir totalement à part. Donc, étudiant algérien, même avec son titre de séjour, il faudra quand même faire une demande d'autorisation de travail. Je voulais ouvrir une petite parenthèse sur des visas vacances-travail qui peuvent exister. Il y a des visas vacances-travail qui ont été créés suite à des accords bilatéraux avec d'autres États. Par exemple, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la Chine, le Canada, etc. etc. Donc, la France a signé plusieurs accords bilatéraux avec un certain nombre d'États pour pouvoir mettre en place ces visas vacances-travail. Donc, ça permet à des jeunes de venir en vacances en France et de pouvoir travailler pour pouvoir financer leur voyage. Ça fonctionne pour tous les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, 35 ans si c'est un Canadien. Et à partir du moment où ils ont ce visa vacances-travail qui a une durée comprise entre 3 et 12 mois, il n'y a pas besoin de demander une autorisation de travail. Donc, le salarié peut travailler en France dans ce cas-là. Très bien. Quelle démarche lorsqu'un salarié dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler? Alors, à partir du moment où un employeur recrute un salarié étranger disposant d'un titre qui ne nécessite pas d'autorisation de travail, mais également lorsqu'il y a un titre qui nécessite une autorisation de travail, donc ça se fait dans tous les cas, il faut que l'employeur fasse ce qu'on appelle une procédure d'authentification. Le but de cette procédure, ça va être tout simplement de faire valider le titre de séjour par la préfecture, afin de s'assurer que le titre est vrai et n'est pas un faux. Donc cette démarche est obligatoire et elle doit être faite au moins 2 jours ouvrables avant la date de l'embauche. Le préfet répondra ou ne répondra pas. Très souvent, ils ne répondent pas. Mais à partir du moment où la procédure est lancée, l'employeur est réputé avoir rempli ses obligations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois pour faire vérifier la validité du titre de séjour au moins 2 jours ouvrables avant l'embauche. Et ça permet de s'assurer donc de cette validité du titre, même si la préfecture ne répond pas derrière. Cette procédure n'est pas obligatoire si jamais votre candidat est inscrit à Pôle emploi parce que Pôle emploi l'a déjà faite. Donc, s'il a un justificatif d'inscription, il n'y a pas besoin de la refaire. Donc ça, c'est vraiment un cas un petit peu particulier. S'ils sont inscrits à Pôle emploi, cette procédure est déjà faite. Donc, cette procédure, elle ne se fait que par mail. Si vous voyez sur Google des sites qui se font passer pour des administrations qui vous proposent de faire ça, qui vont vous dire de faire ça via leur site ou autre, faites très attention, ça peut être des arnaques ou ça peut être des sites qui vont chercher à vous faire payer ce type de procédure. La règle est que cette procédure ne se fait que par mail. Et l'adresse mail, vous pouvez la trouver sur le site de la préfecture. Vous tapez sur Google procédure d'authentification suivie du nom de votre département et puis vous aurez l'adresse mail. Les adresses mail, elles se ressemblent toutes. C'est soit pref-étranger au pluriel, -employeur au pluriel, @le nom du département.gouv.fr, ou sinon c'est l'inverse, c'est pref-employeur au pluriel, -étranger au pluriel, @nom du département.gouv.fr. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier parce que vous avez généralement 2 types d'adresses qui peuvent être utilisées, c'est pas toujours la même. Donc, il faut le vérifier. Donc, à ce niveau-là, vous envoyez directement la copie du titre de séjour recto verso. Avec, parfois, il vous demande un petit formulaire. En cas de besoin, vous avez le formulaire type dans notre dossier sur le recrutement d'un salarié étranger disponible sur le site Jury Travail. Et donc, vous l'envoyez directement à la préfecture. Et puis ensuite, c'est fini. Juste une petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Si vous vous demandez si on vous présente un titre de séjour, est-ce qu'il vaut ou pas autorisation de travail, est-ce qu'il faut ou pas une autorisation de travail, il y a énormément de titres, mais au dos, en règle générale, c'est marqué « autorise son titulaire à travailler » ou « autorise son titulaire à travailler dans tel domaine ». Donc, c'est la plupart du temps mentionné.
Donc ça, c'était juste pour cette petite parenthèse. Et je reviens également, parce que je vois quelques questions qui passent. La procédure d'authentification se fait au niveau de la préfecture du lieu du siège de l'entreprise. Merci beaucoup, Kevin, pour cette précision. On va passer à la deuxième grande partie. Du coup, si tu veux bien, je vois également qu'il y a beaucoup de questions. On y reviendra en fin de webconférence. On va du coup terminer cette présentation dans un premier temps. On va parler désormais des salariés ne bénéficiant pas d'une autorisation de travail. Donc, qu'est-ce que l'inopposabilité de la situation de l'emploi? Alors, juste avant l'inopposabilité, quelques questions qui passent là-dessus. La procédure d'authentification se fait tout le temps, que le salarié ait une autorisation de travail et un titre qui lui permet de travailler, ou qu'il n'en ait pas, et vous faites votre demande d'autorisation de travail, et une fois que vous l'avez, il y a le titre qui se fait après. Donc, vous faites toujours la procédure d'authentification. L'autorisation de travail, on la verra après. Je vois qu'il y a pas mal de questions dessus, mais on la verra après. Et que se passe-t-il si le siège d'entreprise est à l'étranger? Dans ce cas-là, ça sera au niveau de la préfecture, soit s'il y a un établissement en France, donc du lieu de l'établissement ou du lieu du travail. Et si, il est très important, oui, quel risque si l'authentification n'est pas faite? C'est une contravention de 5e classe et ça peut, il faut faire attention parce que si jamais le titre est faux, on peut vous assigner en travail dissimulé. Alors, qu'est-ce que l'inopposabilité de la situation de l'emploi? Alors, l'inopposabilité de la situation de l'emploi, pour faire très simple, ça veut dire tout simplement, on vous autorise à faire travailler un étranger que si il n'y a pas de personne, soit française, soit disposant déjà d'une autorisation de travail, qui peut occuper le poste. Donc, grosso modo, l'inopposabilité de la situation de l'emploi, ça veut dire que avant de faire votre demande, il faut d'autorisation de travail, il faut soit être sur un métier dit en tension. Donc, les métiers dits en tension, c'est un arrêté du 1er avril 2021 qui va dépendre de la région. Donc, chaque région va avoir sa liste de professions. Et il faut faire attention parce qu'en 2021, la liste n'était déjà pas très à jour, mais c'est pas beaucoup mieux maintenant. Donc, il n'est pas forcément prévu de la revoir. Donc, ça peut être parfois un peu une illusion, cette liste. Mais il faut d'abord vérifier si le poste est sur cette liste des métiers en tension. Donc, c'est soit ça, soit il faut déposer une offre d'emploi pendant 3 semaines chez Pôle emploi. Et je précise bien Pôle emploi, pas un autre site type Indeed ou autre. C'est vraiment chez Pôle emploi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire qu'avant de faire une demande d'autorisation de travail, c'est soit on dépose une offre pendant 3 semaines chez Pôle emploi, soit on est exempté de déposer cette offre chez Pôle emploi parce qu'on est sur un métier qui fait partie de la liste des métiers en tension. Donc ça, en fait, grosso modo, ça va permettre de démontrer que la demande qu'on fait d'autorisation de travail est sur un poste qui ne peut pas être pourvu par un salarié ayant la nationalité française ou disposant déjà d'une autorisation de travail. Alors, cette situation d'emploi, par contre, n'est pas opposable. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous en soucier et pas besoin de mettre une annonce pendant 3 semaines chez Pôle emploi. À partir du moment où, comme je vous ai dit, vous êtes sur un métier qui est sur cette fameuse liste des métiers en tension, mais également aux étudiants étrangers à qui vous proposez un poste payé plus d'1,5 SMIC, et également aux étrangers qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, pour ces catégories, il n'y a pas cette problématique d'inopposabilité de la situation de l'emploi, donc pas besoin de déposer une offre pendant 3 semaines chez Pôle emploi. Mais en dehors de ces cas, il faut déposer cette offre pour pouvoir faire cette demande d'autorisation de travail par la suite. Existe-t-il des cas particuliers qui dépendent du coup de la nationalité? Oui. Alors, il y a énormément de cas particuliers en réalité parce que ce que je vous ai dit, en fait, c'est les règles communes, les règles de base. Sauf qu'en réalité, la France a signé énormément de conventions bilatérales avec d'autres États qui vont déroger aux règles de droit commun et qui vont très souvent mettre en place une liste de professions où il n'y aura pas cette problématique d'opposabilité de l'emploi. Donc,
une liste de professions, il n'y aura pas besoin de déposer une offre pendant 3 semaines chez Pôle emploi. Par exemple, on a une convention bilatérale avec la Tunisie qui date de 2008, qui permet aux ressortissants tunisiens d'exercer des métiers sans que la situation d'emploi ne leur soit opposable. Et cette liste, alors la liste est immense, mais pour vous donner quelques exemples, on va avoir cuisinier, barman, technicien de vente à distance, cadre de la comptabilité, couvreur, géomètre, chef de chantier, etc., etc. Donc vous avez énormément d'accords qui vont exister. C'est pourquoi il faut systématiquement vérifier l'existence d'une potentielle convention bilatérale avant de faire votre demande d'autorisation de travail. Ça rend les choses extrêmement complexes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider ou à se faire accompagner lorsque on fait ce type de démarche. Faites très attention à ce que vous trouvez sur Internet. Le droit des étrangers a été réformé en 2021. Donc, il y a eu énormément de modifications depuis. Et il y a déjà beaucoup de sites qui ne sont pas à jour et beaucoup de sites qui ne sont pas forcément très sérieux. Donc, faites très attention. Lorsque vous faites ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner, même si c'est ponctuellement. Alors, bon, on est sur une conférence de jury de travail, donc je parle du jury de travail. Même si c'est vraiment ponctuellement, on a des offres d'abonnement qui ne sont pas très coûteuses, qui vous permettront de vous aider dans ces cas-là. Donc, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas une convention bilatérale qui existe avec le candidat que vous souhaitez embaucher. Il faut faire très attention également parce que à partir du moment où vous avez une convention bilatérale qui existe, ça veut dire que tous les ressortissants de ces États membres ne peuvent plus bénéficier de la liste des métiers en tension de 2021. Donc, par exemple, un Tunisien, il peut être sur un poste qui est compris dans la liste des métiers en tension de 2021, mais qui n'est pas compris dans la convention franco-tunisienne de 2008 et de son annexe de 2009. Donc, dans ce cas, on ne pourra pas se baser sur la liste des métiers en tension 2021. Il faudra déposer son annonce pendant 3 semaines chez Pôle emploi. Après, rien n'interdit au préfet de prendre en compte le fait que ce soit dans la liste de 2021. Il n'y est pas obligé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention parce que la règle, en réalité, va évoluer en fonction de la nationalité du candidat. Je ne sais plus combien de conventions bilatérales il existe, mais il y en a un paquet, que ce soit le Gabon, le Congo, le Sénégal, Russie, Serbie, Géorgie, il y en a énormément. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et vérifier systématiquement, avant de faire une demande d'autorisation de travail, s'il n'y a pas une convention bilatérale qui va exister avec votre candidat. Merci beaucoup, Kevin. Il y a beaucoup de questions sur l'autorisation de travail. Du coup, on va passer à la 3e partie. Cette autorisation de travail, dans un premier temps, peux-tu nous expliquer la différence entre la procédure d'introduction et la procédure de changement de statut? Alors, la différence entre procédure d'introduction et changement de statut, elle est assez simple. Lorsqu'on est sur une procédure d'introduction, en réalité, le candidat est à l'étranger. Il n'est pas en France. Donc, le but de la procédure d'introduction, ça va être de l'introduire en France. Le changement de statut, c'est différent. Le changement de statut, le candidat est en France de façon légale et on va vouloir changer son titre de séjour. Ça va être la seule différence entre les deux. Après, au niveau, que vous soyez sur une procédure d'introduction ou une procédure de changement de statut, la procédure est grosso modo la même. Vous faites une demande d'autorisation de travail sur la téléplateforme. Et ensuite, il y a quelques petits points qui peuvent changer, mais c'est toujours expliqué au niveau de la téléplateforme. Où j'ai vu la question passer, il y a un simulateur sur cette téléplateforme qui vous permet de savoir si vous êtes sur un métier en tension ou pas. Donc, la différence entre les deux, c'est vraiment procédure d'introduction, le salarié est à l'étranger, procédure de changement de statut, le salarié est en France de façon légale. Juste une petite parenthèse qui va viser notamment le changement de statut. La jurisprudence interdit strictement de conclure des CDD dans l'attente de l'obtention d'un nouveau titre de séjour. Donc, si vous avez un salarié, par exemple étudiant, qui peut travailler que 60% du temps de travail, qu'on voudrait passer sur un autre type de séjour type passeport talent, il est interdit de lui faire conclure un CDD en attendant qu'il ait son passeport talent. Vous ne rentrez pas dans les cases de la possibilité de faire du CDD. Donc, la jurisprudence sanctionne systématiquement les employeurs qui font cela.
comment demande-t-on une autorisation de travail? Alors, pour faire une demande d'autorisation de travail, il faut la faire sur la téléplateforme qui permet de le faire. Et on l'a fait une fois qu'on a rempli les critères liés à l'emploi. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'inopposabilité de la situation d'emploi. Donc, soit on est sur une liste d'un métier en tension, ou sur un métier qui est dans une convention bilatérale, ou qu'on a déposé pendant 3 semaines une offre auprès de Pôle emploi. Donc, on fait sa demande sur la téléplateforme avec l'ensemble des pièces justificatives. Alors, la liste des pièces justificatives, ça a quand même été, elle est un petit peu longue, donc je ne vais pas vous faire la liste, mais elle est disponible dans l'arrêté du 1er avril 2021. Vous tapez arrêté du 1er avril 2021, vous aurez l'ensemble, sur Google, vous aurez l'ensemble de la liste des pièces à fournir. Il n'y en a pas énormément, ça va être essentiellement la copie de l'état civil et les dates de validité du passeport, s'il y en a, la copie recto verso de la carte d'identité, le document attestant du dépôt de l'offre chez Pôle emploi, si vous êtes sur une profession réglementée, les preuves du respect des conditions réglementaires, etc., etc. Donc, il n'y a pas énormément de documents à avoir. La liste est un petit peu longue, mais c'est en fonction des cas. Mais en réalité, le nombre de documents n'est pas extrêmement important. Donc, vous faites votre demande d'autorisation sur la téléplateforme. En cas de besoin dans votre dossier, vous avez une fiche express qui reprend chaque étape avec des captures d'écran sur la demande sur cette téléplateforme. Et puis, vous l'envoyez. Il faut faire attention parce que la demande n'est pas forcément, peut-être un petit peu longue, parce que cette demande peut prendre jusqu'à 2 mois. Si vous n'avez pas de réponse au bout de 2 mois, ça veut dire que c'est un rejet. Le silence, dans ce cas, ne vaut pas autorisation, mais vaut refus de l'autorisation de travail. Donc, ça peut être un peu long, peut prendre jusqu'à 2 mois. Parfois, c'est très rapide. Moi, j'ai un client il y a quelques temps, ça a pris un peu plus d'1 semaine. Donc, ça dépend vraiment des cas, également de l'engorgement parfois des préfectures. Ou parfois, s'il y a une enquête qui doit être menée pour X ou Y raison sur la personne visée par l'autorisation de travail. Alors, attention, juste un petit détail, lorsque vous faites votre demande d'autorisation de travail, si vous êtes dans le cadre d'une procédure d'introduction, c'est-à-dire que votre salarié est à l'étranger, il est possible, il est même probable, qu'on vous demande par la suite de prouver que le salarié n'est pas en France et est bien dans le pays dont il est originaire. Ça, c'est quelque chose de très fréquent et cette preuve peut s'apporter par tout moyen. Donc, on fait sa demande d'autorisation de travail. Et une fois qu'on a l'autorisation de travail, le candidat peut faire sa demande de titre de séjour ou sa demande de changement de titre de séjour à la préfecture ou à l'ambassade s'il est à l'étranger. Attention à ne pas oublier ce type de séjour parce il arrive quand même parfois qu'on ait des personnes qui ont leur autorisation de travail mais qui oublient l'étape du titre de séjour et qui viennent avec un visa touristique. Il vaut mieux éviter parce que ça peut parfois bloquer les demandes de titre de séjour par la suite. Donc, il faut bien que le candidat fasse sa demande de titre de séjour avant de venir. Donc, toujours 2 étapes. Excusez-moi, j'ai juste oublié, toujours 2 étapes. L'employeur fait la demande d'autorisation de travail et ensuite, le salarié fait sa demande de titre de séjour ou son changement de titre de séjour à la préfecture. Dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Juste une petite question qui est posée. Du coup, si la demande d'autorisation de travail est en cours, est-il possible de faire commencer le contrat du salarié étranger? Alors, pas vraiment. En fait, ça, vous pouvez le faire que si vous avez un récépissé. Le récépissé, c'est donc lorsque le dossier est complet, un récépissé est remis. Pour pouvoir faire travailler le salarié étranger, il faut absolument qu'au dos de ce récépissé, il y ait marqué « autorise son titulaire à travailler ». Mais il faut faire très attention à cela parce que si jamais vous avez votre récépissé, vous embauchez la personne et que pour X ou Y raison, 1 mois après, on dit non, vous serez dans l'obligation de licencier le salarié, ce qui a un coût. Et ça, c'est ce qu'on verra à la fin. Merci beaucoup. Que fait-on du coup en cas de refus? Alors, en cas de refus, que ce soit un refus implicite, donc en cas d'absence de réponse de la préfecture pendant un délai de 2 mois, ou explicite, qui disent clairement non, il y a 2 mois à la suite de ce refus pour lancer un recours dit hiérarchique. Vous êtes toujours obligé, avant toute saisine du tribunal administratif, de faire un recours
amiable auprès de l'administration. Donc, je vous parle du recours hiérarchique parce que c'est celui qui se fait le plus fréquemment, parce que vous avez un autre type de recours qui consiste à redemander à la préfecture de revoir sa position, mais ça, en règle générale, on parle plus sur le recours hiérarchique. Donc, le recours hiérarchique se fait directement auprès du ministre. Dans les 2 mois suivants, le refus, et on doit le faire absolument par écrit, par courrier recommandé, accusé de réception, dans lequel on fait une demande de réexamen en remettant en avant toutes les informations expliquant la nécessité de l'emploi du salarié étranger, les difficultés de recrutement, l'ensemble des pièces annexes qu'il est possible de fournir, dépôt d'une offre chez Pôle emploi, le pourquoi vous n'avez pas réussi à recruter, s'il y a eu des candidats qui ne faisaient pas l'affaire ou qui n'avaient pas les formations pour, ou tout élément qui peut venir en appui de votre demande. Si jamais vous n'avez pas de réponse suite à ce recours hiérarchique dans un délai de 2 mois, là aussi ça vaut rejet. À ce niveau-là, le silence ne vaut jamais acceptation au niveau des demandes d'autorisation de travail. Donc, pas de réponse pendant 2 mois, c'est un rejet. Et dans ce cas-là, seul sera possible le recours dit contentieux. Donc là, ça se fera directement auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus. Alors que ce soit le recours hiérarchique qu'on a vu ou un recours gracieux, celui qu'on n'a pas vu, mais qui consiste grosso modo en la même chose, sauf qu'il ne se fait pas auprès du ministre, mais de la préfecture. Donc, à compter des 2 mois du refus ou de l'absence de réponse, il est possible de saisir le tribunal administratif. Et très important, il faut bien y joindre la copie, lorsqu'on l'a, de la décision attaquée. Sinon, la demande est irrecevable. Donc, on fait son recours contentieux, mais attention, c'est long, un recours administratif. Donc, c'est pour ça que quand on le fait, ça va vraiment viser souvent des salariés, des candidats en tout cas, qu'on veut absolument. Toute cette procédure peut être extrêmement longue. Les 2 mois de demande d'autorisation de travail, plus 2 mois de recours hiérarchique, plus le recours contentieux, ça fait quelque chose de très, très long. Donc, c'est pour ça que les recours contentieux, dans ces cas-là, il faut toujours s'accrocher et faut bien avoir en tête que c'est un recours qui risque d'être très long, donc il ne faut pas être dans une urgence pour occuper un poste dans l'entreprise. Il y a juste un cas au niveau du recours contentieux qui permet de passer en procédure accélérée, c'est lorsque l'étranger est déjà en France et qu'il y a une mesure d'éloignement qui a été ordonnée à son encontre. Là, il est toujours possible d'avoir des procédures en référé. Des taxes doivent-elles être payées? Alors oui, lorsqu'on fait une demande d'autorisation de travail lors d'une première admission, il y a une taxe qui est due dès lors que l'autorisation de travail a été accordée. Cette taxe, elle est à régler directement auprès de la DGFiP, donc des finances publiques, et non plus de l'OFII comme avant. Et cette taxe, elle va dépendre en fait de la durée du travail, la durée du contrat, et du salaire. Au niveau de la durée du contrat, donc si vous êtes avec un CDD qui va être inférieur à 12 mois, donc entre 3 et 12 mois, vous aurez une taxe à payer qui sera de 74 € si le salaire est inférieur ou égal au SMIC, de 210 € s'il est entre le SMIC et 2563 € brut, et de 300 € si le salaire est supérieur à 2563 € brut. On parle toujours de salaire mensuel. Si vous êtes sur un contrat de plus de 12 mois, donc CDD de plus de 12 mois ou CDI, dans ce cas-là, le montant de la taxe dépendra du salaire. Si vous êtes sur un salaire inférieur à 4 273 € brut mensuel, le montant de la taxe sera de 55% du salaire mensuel brut. Et si le montant du salaire est supérieur à 4 273 €, le montant de la taxe sera de 2 350 €. Donc, on a des taxes qui sont prélevées au niveau dès lors que l'autorisation de travail était validée, afin de financer le raccompagnement aux frontières des
personnes qui n'ont plus d'autorisation d'être sur le territoire. Donc la prochaine question a été posée plusieurs fois dans le chat. Comment renouvelle-t-on une autorisation de travail? Alors, là, le renouvellement de l'autorisation de travail, ça a été réformé également en 2021. À partir du moment où vous avez une autorisation de travail, vous devez demander son renouvellement dans les 2 mois, dans le courant du 2e mois, pardon, avant la date d'expiration. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument se mettre une alerte. 2 mois avant la date d'expiration, il faut lancer les démarches. C'est à l'employeur de faire sa demande de renouvellement de l'autorisation de travail via le téléservice. Il le fait et il reçoit sa confirmation de dépôt par voie dématérialisée. Ensuite, une fois qu'il a son renouvellement qui est effectué, il remet cela au travailleur étranger qui va remettre lui à la préfecture afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. Donc, au niveau du droit des étrangers, du droit du travail et notamment des autorisations de travail, il faut toujours se dire qu'il y a toujours 2 étapes qui sont en parallèle. Une, l'employeur qui fait la demande d'autorisation de travail ou son renouvellement, et l'autre, le candidat ou le salarié qui fait sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour. Vous avez toujours ces 2 étapes. Il y a parfois des salariés qui ont des titres de séjour qui dispensent d'autorisation de travail. Là, dans ce cas-là, l'employeur ne fait pas de renouvellement d'autorisation de travail. C'est au salarié étranger de faire renouveler son titre de séjour. Et là aussi, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc, il faut se mettre des alertes 2 mois avant. On vérifie que le salarié a bien engagé la procédure pour pouvoir faire renouveler son titre de séjour. Dans tous les cas, dès lors que le dossier est complet, dès lors que le salarié a remis un dossier complet, le salarié reçoit un récépissé. Et ce récépissé, toujours vérifié au dos, généralement, il autorise son titulaire à travailler. Donc, si vous avez le récépissé, c'est bon, le salarié peut continuer de travailler. S'il n'y a pas cela et que la date est arrivée, il faudra licencier. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait si le titre a expiré? Alors, en premier lieu, on vérifie quel est le titre. Pourquoi? Parce que vous avez un titre qui est la carte de résident ou la carte de séjour pluriannuelle qui peut avoir une durée de 4 ans. Si vous êtes sur ce titre qui a bien une durée de 4 ans, et j'insiste sur cette durée de 4 ans, ce titre peut continuer à être utilisé jusqu'à 3 mois après son expiration. Donc, si vous avez ces titres et que la date est arrivée, en fait, ce titre est encore valable pendant 3 mois. Par contre, si vous êtes sur n'importe quel autre titre, il n'y a pas le choix. Vous devez obligatoirement procéder au licenciement du salarié. Et ça, dès le lendemain de l'expiration du titre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se mettre des alertes, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien 2 mois avant pour vérifier que le salarié a bien lancé les procédures. Parce que si jamais votre titre est expiré et que vous n'avez ni nouveau titre, ni récépissé, là, vous n'avez pas le choix. Vous devez obligatoirement procéder au licenciement du salarié. Sans aucune hésitation, parce que sinon, vous conserverez, même en cas de suspension, il y a beaucoup d'employeurs qui vont suspendre le contrat. Aucun texte ne permet de suspendre un contrat pour cela. Le seul texte qui va exister, c'est que l'employeur ne doit pas conserver dans ses effectifs un salarié n'étant pas muni d'une autorisation de travail. Donc, on doit passer un licenciement, le risque étant sinon 5 ans de prison, 15 000 € d'amende, cette amende étant multipliée par 5 pour l'entreprise, parce que les personnes morales, on prend la peine d'amende multipliée par 5. Et surtout, il y a toutes les peines complémentaires qui peuvent être beaucoup plus graves pour l'entreprise. Les peines complémentaires pouvant être, par exemple, une dissolution de l'entreprise, une surveillance judiciaire, une exclusion des marchés publics, un affichage de la décision, également une interdiction de percevoir des aides publiques, type, par exemple, activité partielle. Donc, les peines complémentaires peuvent être beaucoup plus graves que la peine principale pour une entreprise. Et
On a déjà été confronté à des employeurs qui ont eu ce type de problématique. Il y a eu une visite de l'inspection du travail et l'employeur s'est retrouvé devant un tribunal correctionnel. Il y a eu une interdiction des aides publiques et vu que c'était un restaurant en pleine période Covid, il n'a pas pu bénéficier de l'activité partielle. Donc, son entreprise a dû faire faillite parce qu'il ne pouvait plus s'en sortir à cause de tout cela. Donc, il faut vraiment faire très attention à cela. On ne conserve en aucun cas un salarié qui n'a plus de titre de séjour dans ses effectifs. Donc là, dans ce cas-là, on procède à un licenciement via une procédure spéciale. Cette procédure spéciale, elle dit spéciale parce qu'en fait, c'est un licenciement à effet immédiat. Il n'y a pas d'entretien préalable. On peut matérialiser, il est recommandé toujours de matérialiser ça via un courrier. On en a mis un récemment sur notre site. Donc, vous pouvez matérialiser ça par un courrier, mais dès lors que le salarié n'a plus son autorisation de travail, il est licencié immédiatement, sans entretien préalable, et en échange, on va dire, du non-respect de la procédure classique de licenciement, l'employeur devra lui verser soit 3 mois de salaire, soit les indemnités de licenciement légal ou conventionnel si elles sont plus favorables. Donc, ce sont des licenciements qui peuvent être coûteux, surtout si vous avez un salarié qui est là depuis peu. Imaginez un salarié qui est là depuis quelques mois, qui ne se retrouve sans autorisation de travail, vous devez le licencier en lui versant 3 mois de salaire. Donc, ça peut avoir un coût et c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir. Attention, ce montant, il passe à 6 mois si vous êtes sur du travail dissimulé, donc si vous avez recruté le salarié en pleine connaissance qu'il n'avait pas d'autorisation de travail. Et également une autre petite parenthèse, cette procédure de licenciement, elle s'applique à tous les salariés, peu importe leur situation. Donc si vous avez par exemple une salariée qui est enceinte, elle sera licenciée selon cette procédure avec effet immédiat, même si elle est enceinte. Et attention, on n'est pas sur une faute grave. On ne peut pas utiliser la procédure de licenciement pour faute grave parce que le salarié n'aurait pas d'autorisation de travail. Ça n'est pas une faute. Même s'il n'a pas fait les démarches, ça relève de sa vie privée. Donc, c'est toujours très délicat de se baser sur la faute grave là-dessus. La seule faute grave qui serait possible dans ce cas-là, ce serait si un salarié vous avait fourni un faux titre de séjour et que la préfecture ne vous prévient pas dans les premiers jours quand vous faites votre procédure d'authentification, mais pour X ou Y raison, on le découvre beaucoup plus tard. Là, effectivement, il s'agit d'une faute grave. Mais c'est un des rares cas où on peut échapper à la procédure spéciale. Donc, en cas d'absence d'autorisation de travail, en cas d'expiration du titre, il n'y a pas le choix, licenciement via la procédure spéciale. Donc, vigilance donc. Ouais. Dernière question du coup, des réformes sont-elles prévues? Alors oui, il y a une grosse réforme qui va arriver à ce niveau-là, parce que le but, face aux pénuries de main-d'œuvre, le but va être de faciliter le recrutement de salariés, alors soit à l'étranger, et on parle même de faciliter le recrutement de salariés qui seront en situation irrégulière en France. Au niveau de ce qui est ressorti pour le moment, on n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment la volonté de remettre en cause l'arrêté du 1er avril sur les métiers en tension, qui n'était pas à jour à l'époque, qui ne l'est pas du tout, qui l'est encore moins aujourd'hui. Donc, on espère qu'il y aura une mise à jour de cette liste. Mais surtout, le projet va viser à créer un nouveau type de séjour pour des métiers en tension. Il s'agirait d'une carte de séjour qui serait accessible à des personnes étrangères en situation irrégulière, présentes sur le territoire depuis au moins 3 ans et ayant exercé un métier en tension pendant au moins 8 mois sur les 24 derniers mois. Et ce seront, et là c'est la petite particularité, ce sera aux salariés de faire sa demande de titre de séjour directement auprès de la préfecture. Donc ce ne sera pas à l'employeur d'entamer les démarches. Là, c'est ce qui ressort pour le moment des discussions qu'il y a. Mais après, effectivement, un salarié étranger en situation irrégulière qui aurait travaillé pendant au moins 8 mois sur les 24 derniers mois, est-ce qu'on parle de 8 mois, mais toujours en situation irrégulière, c'est-à-dire en travail dissimulé? Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cela. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup de discussions encore avant d'arriver à un texte qui est prévu dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup, Kevin. Le sujet, comme vous l'avez vu, est très dense et très riche. Vous avez posé énormément de questions. Nous arrivons à la fin, malheureusement, de notre temps de webconférence. Je vous invite vivement, vivement à poser votre question. Nous répondrons gratuitement à votre question. Allez directement sur le site de Jury Travail. Nos juristes seront vraiment ravis de vous aiguiller, quelle que soit votre question concernant l'embauche des salariés étrangers ou autres concernant votre entreprise. Je vous remercie. Juste pour un petit point, j'ai vu qu'il y a énormément de questions, donc n'hésitez pas à la poser. Alors, je pense que c'est moi qui vous rappellerai. Ça va peut-être être un peu compliqué de vous rappeler demain, mais j'essaierai de rappeler un maximum de personnes dans le courant de la semaine prochaine. Super, merci beaucoup. Pour aller encore plus loin, et je vous invite également à télécharger notre dossier sur le site de Julie Travail, où vous avez la réponse à 26 questions essentielles sur la procédure, mais également 2 modèles de lettres, des CERFA et un modèle de contrat qui vont pouvoir vraiment vous accompagner dans cette démarche. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir nos formules et à poser votre question sur le site. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Kevin, de toutes ces réponses très claires. Merci de votre fidélité et inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine webconférence qui sera cette fois sur la santé et la sécurité au travail. Pourquoi la santé au travail doit être dans le top priorité des employeurs aujourd'hui. Nous vous attendons du coup le jeudi 20 à 14h. Je vous souhaite une excellente journée et encore merci pour votre participation. Merci.